Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, cette fois pour un débriefing de la CWL London, et on sera en compagnie de l'un des joueurs français en tout cas qui a participé à cette CWL, et on sera en compagnie de Maxi. Bonsoir Adam Maxi. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien, on est bien rentré et voilà, tout va bien pour l'instant. Remis de ses émotions? De ces mauvaises émotions, ouais, ça veut dire, ouais, non, très clairement, non, je pense qu'il faut de toute façon, faut aller de l'avant, on va en parler un peu plus après, tu vois, mais il faut toujours garder un mindset positif dans tous les cas de figure, parce que sinon on n'avance pas, donc Ouais, c'est clair. de toute façon on est obligé de garder un mindset positif. C'est cool en tout cas, il faut toujours positiver et aller de l'avant, ça on en est sûr de toute façon, et vous allez le faire, hein. On a pu le voir par le passé avec de très gros événements qui sont à venir et qui se sont passés, des très bons résultats qui se sont passés aussi pour vous, hein, du côté de Dallas, c'était il y a à peu près un mois et demi. Vous avez fait un très bon résultat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce résultat justement à Dallas? Bah écoute, Dallas, l'événement s'est super bien passé, on termine sur un top 8. Notre objectif de base, alors en fait, pour te faire toute l'histoire, on avait entendu pas mal de rumeurs qui disaient que le top 4 de l'événement à Dallas irait dans les poules à Londres, chose qui s'est avérée complètement fausse. Et donc du coup, notre objectif était forcément d'intégrer ce top 4 là, pour pouvoir faire les phases de poule et affronter les pro teams à Londres. Malheureusement, dans tous les cas de figure, on n'a pas atteint ce classement, on a atteint la 8e place. On partait avec le site 23, si je dis pas de bêtises. Donc c'était plutôt une bonne performance globalement. Après, on est un petit peu passé au travers de notre match de winner bracket contre la première, on va dire, pro amateur team qu'on a joué américaine, qui était l'équipe de Spoof, pour ceux qui connaissent. Et on était un petit peu passé au travers, et voilà, globalement, sinon, donc dans l'ensemble, c'était un bon événement. On était plutôt satisfait quand on est rentré chez nous, donc voilà. Il faut rappeler quand même qu'un top 8 dans l'Open maintenant, ça vaut un top 24 dans les MLG classiques. Donc ce qui est quand même une très bonne performance. Ouais, c'est vrai que c'était une bonne performance en tout cas française, parce que 100% française, c'est quasiment l'une des meilleures performances de cette année, à part si on oublie la performance de Overtime en tout début de saison. C'est exactement ça, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi à l'heure actuelle, mais aussi ta line-up? Alors, sur moi en tant que joueur ou sur moi globalement? En tant que joueur. En tant que joueur, Oui. en tant que joueur, en ce moment, j'étais passé sur un rôle de Sog, donc qui est assez surprenant quand on connaît un petit peu mon style de jeu. Mais Abusa voulait changer pour la Maddox il n'y a pas si longtemps que ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça peut rendre service à l'équipe. Il s'est avéré que malheureusement ça n'a pas super bien fonctionné. Ça fonctionnait plutôt bien en ligne, mais à l'event ça n'a pas trop bien fonctionné. Sinon, pour ce qui est de l'équipe se porte plutôt bien. On y reviendra un petit peu après, mais il y a quelques modifications qui vont sans doute être faites chez nous. Mais non, mis à part ça, l'équipe va bien. Et moi, en tant que joueur, je devrais repasser sur ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer un rôle de support. Donc, non, pour l'instant, mon profil reste le même, et j'espère juste pouvoir acquérir, on va dire, un maximum de confiance et d'assurance dans mon jeu pour pouvoir faire une super perf au prochain qualifier / event. Comment, avant cet événement à Londres, comment ça s'est passé dans la phase d'entraînement? Est-ce que vous avez eu, on va dire, des grosses équipes à jouer pour pouvoir vous entraîner? Est-ce que ça s'est bien passé, on va dire, en termes de résultats? Parce qu'on reste sur du online, c'est pas du tout pareil niveau ambiance, niveau même pour un joueur quand on est chez soi, on n'a pas du tout la même ambiance que quand on est en compétition à côté de son coéquipier. Comment ça s'est passé justement cette phase d'entraînement? Pour le dernier événement, alors la phase d'entraînement était globalement bonne. La seule chose que je devrais reprocher à notre entraînement, il y a des facteurs qui sont propres à nous, qu'on a mal gérés. Il y a des facteurs qui étaient aussi indépendants de notre volonté. Donc je vais commencer par ceux qui étaient indépendants de notre volonté. La dernière semaine d'entraînement, donc si on prend vraiment un bloc de 7 jours, on était, comment dire, on s'est fait dodge dans tous les sens pour les scrims. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités au niveau des teams européennes, ce qu'on comprenait pas, sachant que c'était un événement qui était européen, pour une fois d'ailleurs. Et donc du coup, on a eu vraiment quelques problèmes à assurer 2 scrims par soir, ce qui est notre moyenne globalement. Scrim full rotation, c'est-à-dire 9 cartes par scrim. Et donc 18 cartes au total, c'est à peu près ce qu'on joue par soir globalement en mode Aspawn. Et donc ça, c'est des paramètres qui étaient indépendants de notre volonté. Malheureusement, on n'a pas forcément pu s'entraîner autant qu'on voulait. Alors on a quand même réussi à trouver des scrims par-ci par-là, mais c'était pas forcément le niveau de jeu qu'on aurait aimé avoir. Tout en sachant que nos scrims références en Europe, c'est espagnol et anglais. Donc ça va être du Movistar Rider, ça va être du Giants, ça va être du Heretics quand ils sont en Europe. Ça aurait pu être Overtime avant, c'était le cas quand ils sont revenus la première fois, mais malheureusement maintenant c'est plus le cas. Et sinon ça va être tout ce qui est Team Sweden, enfin les grosses équipes anglaises globalement.
Donc voilà. Et donc ça, c'est les paramètres qui étaient indépendants de notre volonté. Ceux qu'on aurait pu faire et qu'on a malheureusement pas fait, c'est plus jouer en SND à mon goût. Alors après, sur l'événement, c'est pas ce qui nous fait défaut. Comme je disais, on y reviendra aussi après. Mais c'est pas ce qui nous fait défaut pour le coup. Mais on aurait pu quand même, avec du recul, s'entraîner beaucoup plus en SND. En ayant cherché des chals 5-10 $ contre des top teams qui refusent rarement ce genre de choses. Voilà. Et comment t'expliques justement ces rosters qui n'étaient pas présents, on va dire, pour Scrim? J'ai l'impression que c'était le concours de circonstances, pour être totalement honnête avec toi. Tu vois, j'avais l'impression qu'un jour il y en avait un tel qui n'avait pas prévenu son équipe qui faisait quelque chose. L'autre, c'était une mise à jour. Et voilà, le mec avait pas une super connexion, il pouvait pas faire sa mise à jour. Du coup, c'était biaisé aussi. Il y a eu vraiment plein de facteurs, tu vois. Je pense que c'est vraiment un concours de circonstances parce qu'au final, les équipes se sont entraînées, tu vois. Mhm. Donc, je sais pas. On a peut-être mal choisi nos scrims, tu vois. Je sais pas quoi vraiment en penser même avec le recul, tu vois. Parce que c'est comme je disais, avant, c'était des facteurs qui étaient vraiment indépendants de notre volonté. On cherchait des scrims, alors forcément, on trouvait moins fort, on se baladait, on se lassait, on était moins concentré. Et automatiquement, c'est pas ce qu'il nous faut de mieux pour l'entraînement. Moi, comme je dis toujours, je préfère perdre 14 maps sur 18 qu'on joue en scrim et faire l'inverse en LAN. Donc voilà, tu vois, je préfère vraiment. D'ailleurs, on faisait un truc par rapport à ça, c'est qu'on joue 99% du temps sur Lost des étrangers, donc des adversaires étrangers, Mhm. pour vraiment se mettre dans la difficulté et pour qu'ensuite, justement, notre style de jeu soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus à l'aise quand on joue des gens de notre pays ou bien même en event, tout simplement, tu vois. Ouais, pour peut-être, voilà, si on rage, on sait que, voilà, c'est pas notre faute, on va dire, Voilà. on peut faire mieux, donc. Ouais, mais justement, on essaie de faire les deux, justement, de se mettre dans la difficulté, mais aussi ne pas rager. C'est-à-dire Voilà. de prendre vraiment tous les pires côtés, les mettre de côté et se dire, voilà, ça, c'est du bon entraînement parce que c'est dur. Et si c'est dur, c'est qu'on va progresser. Pour toi, C'était notre façon de penser. Pour toi, comment il faut bien préparer un événement type CWL? Parce qu'on sait que voilà, on voit beaucoup sur la scène amateur à l'heure actuelle, on joue, on joue, on joue. Mais il n'y a pas forcément c'est pas vraiment structuré. Et comment il faudrait, pour toi, à vie personnelle, travailler justement avant un événement CWL? Alors pour moi, avant un événement CWL, déjà il faut être sûr de ses respawns. Déjà, donc vu que c'est la chose qu'on joue le plus, on va pas se mentir, mis à part ceux qui font beaucoup de 5v5 Wagger, et ce qui est d'ailleurs très rare, c'est ce qu'on va jouer le plus en termes d'entraînement. Donc être sûr de la force de ces modes à spawn. Donc pour ça, il n'y a pas 51 000 techniques, tu vois, ça va être jouer, 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 aller en mode studio, regarder ce qui s'est mal passé, pourquoi on n'arrive pas à break ce point-là, pourquoi on rotate toujours en retard sur ce point-là, pourquoi on n'arrive pas à give up des 20-25 secondes qu'on pourrait give up gratuitement si on assure parfaitement notre prochaine rotation. Pareil pour le contrôle, travailler beaucoup ses starts. D'ailleurs, on va pointer dessus après, mais c'est ce qui nous a fait défaut pour Crazy Crew, justement à cette CW de London. Mais travailler super bien ses starts, savoir comment faire les bonnes rotations. Quand tu as capturé le A, quel genre d'attaque tu vas profiler sur le prochain point, pourquoi, et pourquoi ça marche plus qu'une autre, etc. Donc ça, c'est ce qui va être pour les modes à spawn. Et pour ce qui va être de la recherche et destruction, ça va être vraiment, je pense, jouer des chals en fait contre des. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose en jeu pour que tu progresses en SND. Et malheureusement, il n'y a pas mieux que l'argent pour définir ce genre d'objectif. Donc automatiquement, quand tu vas miser 10 $ de ta poche contre des gars qui sont supposés être plus forts que toi en SND, tu vas te donner à fond. Du coup, tu vas peut-être réussir à contrer leur strat sur le coup, mais tu vas aussi te nourrir de ce que eux vont réussir à faire contre toi justement pour progresser et amener ton style de jeu en SND bien plus haut. Quand on sait que justement la SND c'est aussi la map numéro 2, parce qu'il faut savoir que dans l'open bracket, je parle pour nous, mais la plupart des gens qui nous écoutent, s'ils font un événement CWL, je pense qu'ils sont dans l'open bracket. La SND c'est le mode charnière, c'est-à-dire que tu peux, et je sais de quoi je parle puisque ça m'est arrivé à l'événement, tu peux très bien gagner un HP 250 à 50 et te prendre la SND par-dessus, et au final vous êtes à égalité et tu te retrouves sur un contrôle où il peut littéralement tout se passer si tu joues contre des mecs qui ont un style de jeu un peu particulier. Donc, voilà, c'est une map charnière. Si tu sais que tu as tes forces en mode Aspoon, travaille bien ta SND et tu te garantiras plusieurs de 0 d'affilée. C'est la préparation que je recommanderais. Mais c'est vrai qu'en plus, on a deux points stratégiques, mais aussi deux SND. Faut pas l'oublier, surtout. Sur des best of 5. Ouais, sur des BO5. Pour arriver au BO5, il faut déjà passer un sacré nombre de best of 3 pour être totalement honnête avec toi. C'est vrai. Peut-être pas à Londres parce qu'il y avait moins d'équipes, mais Ouais. quand tu vas sur un event US comme Dallas, on a dû passer, avant de jouer en best of 5, on a dû jouer 6-7 matchs. Sans blaguer, ouais. Ouais, donc c'est très long, il faut quand même envoyer quand même. Clairement. Pour toi, est-ce que toutes les conditions de votre line-up étaient réunies pour faire un bon événement à Londres? Après, il y a plusieurs types de conditions, tu vois. Est-ce qu'on était là psychologiquement? Est-ce qu'on était là dans le jeu? Est-ce que tout allait bien dans l'équipe?
à mon sens, je vais te parler à mon sens parce que c'est moi qui donne mon opinion aujourd'hui, ce choc il est inexplicable. Enfin, j'ai pas les éléments nécessaires, tu vois, pour te dire on a fait ça mal, on a fait ça mal, on a fait ça mal. La seule chose que je peux souligner, c'est qu'on a forcé le pic sur un contrôle Arsenal pour le deuxième match, alors qu'on l'avait perdu sur le premier. Donc c'était peut-être justement, tu vois, un excès de confiance en disant bon ok, le premier match qu'on a perdu c'était du 50-50, ils ont été meilleurs que nous, mais les prochains mecs c'est du loser bracket round 3, il n'y a aucune raison qu'on perde un contrôle Arsenal. Au final on a pris 3-0 et on aurait peut-être dû choisir un autre pic, sachant qu'on avait le choix pour le contrôle. Mais sinon, non, pour moi, les ingrédients étaient là dans l'équipe. Après, ce que je peux nous reprocher en équipe, c'est qu'en ayant fait un top 8 à Dallas, tu vois, on n'est pas parti les mains dans les poches, parce que ce serait grossier. Mais on s'est dit, dans un coin, je pense que dans un coin de notre tête, à nous 5, et vraiment à nous 5, parce que je parle vraiment au nom de l'équipe là pour le coup quand même, on s'est dit, voilà, on a fait top 8 alors qu'il y avait 228 équipes, je crois, ou 230 équipes à Dallas. On va faire top 8. On s'est dit, on va faire top 8 à Londres. Ce qui reste à bien mener, c'est ce qu'il y aura après. Le top 5-6, le top 4, accéder au podium, tu vois. Et là est la grossière erreur. Et pourtant, tu vois, j'ai 25 ans, j'ai fait plus de 120 events, et j'arrive encore à tomber dans ces pièges-là, tu vois. Mais comme beaucoup de gens, au final, tu vois. Et on est vraiment. Et j'aurais dû être le premier à dire, voilà, justement, on doit être à fond dès le premier match, on doit être tambour battant, tu vois, ne laisser aucun espace à nos adversaires. Malheureusement, sur le moment, tu vois, je nous sentais bien, je nous sentais gagner. Et voilà, je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt sur Twitter dans la semaine, les plus belles réussites naissent généralement d'échecs, tu vois. Donc maintenant, ce qu'on a à faire, c'est juste à apprendre de ce qu'on a fait de mal et repartir avec les crocs et tout casser, tout simplement. Donc vos objectifs avant cet événement, c'était faire un top 8, faire au pire, on va dire, la performance que vous avez fait à Dallas, quoi. Voilà, et au pire top 8, et on visait clairement le podium, hein, je vais être totalement honnête avec toi. On a regardé les forces en présence, on a vu des gens qu'on a beaucoup joué. L'équipe contre qui on perd dans le winner bracket, c'est une équipe que généralement on maîtrise plutôt bien en scrim. J'ai vu des gars finir dans le top 8, une équipe allemande avec Pierrot, etc. C'est des gars qu'on maîtrise vraiment en scrim, genre que ce soit sur leur host ou sur le nôtre. Donc voilà, quand j'ai vu les forces en présence, je me suis dit à aucun moment on sera inquiété avant le top 16, tu vois. Mais c'était dans un coin de ma tête, c'est pas ce que je me suis dit vraiment au sens propre, tu vois. C'est dans un coin de ma tête, je me suis dit voilà, je vois les forces en présence, je sais ce qu'on vaut, donc en toute logique, on devrait, tu vois. Et là est l'erreur. Là est clairement l'erreur. Excédent de confiance, excès de confiance, on peut appeler ça comme on veut, mais on n'avait pas la tête au bon endroit au bon moment, je pense. Pour venir aussi à votre arrivée chez Crazy Crew. Crazy Crew, Ouais. ça s'est passé comment cette arrivée là-bas? Parce que nous, vous cherchez une organisation pour aller justement à Londres, après avoir votre billet remporté au qualifier français. Comment ça s'est passé justement cette intégration chez Crazy Crew? Alors, tout bêtement, en fait, Amani donc notre manager a reçu un DM de Crazy Crew. C'est des gars qui visiblement me connaissaient. Donc, sans doute de l'époque où j'ai remporté, je sais pas, la DreamHack Valence ou quoi chez eux sur leur terre. Mais en tout cas, ils me connaissaient. Et donc, du coup, ils ont fait l'approche à Mani. Ils se sont dit voilà, on connaît un petit peu la composition, on connaît Max de nom. Est-ce que ça vous brancherait de faire un essai? Voilà, on est partant et tout. Alors, nous, on s'est dit c'est peut-être un peu trop beau, ça nous tombe du ciel. Il faut savoir qu'on a connu pas mal de déconvenus au niveau structure cette année, que ce soit au niveau de Bella. On reviendra pas sur l'histoire parce que c'est une grosse tache noire, mais et ça sert plus ou moins à rien d'en parler maintenant. On a connu Requiem aussi, avec qui je pense que c'est une bonne structure, mais je pense qu'on était juste pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc ça s'est pas super bien passé non plus. Mais ça n'enlève rien à leur professionnalisme évidemment. Et après, on tombe sur ces structures, justement, dont on ne connaît pas forcément les origines. Alors, forcément, après, on se renseigne, etc. Hein. Mais on ne connaît pas du tout la provenance. On sait que voilà, l'e-sport en Espagne, en ce moment, est en train d'exploser. C'est un peu une courbe inverse par rapport à ce qui se passe en France, si je suis totalement transparent avec toi. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. On peut discuter avec eux, rien nous coûte un petit chat vocal ou autre. Et donc, on tombe sur deux gars super sympas, qui sont Aguilera et Ravi. Et on tombe avec eux, ils nous font leur discours, voilà, ils ont ça et ça à proposer, ils peuvent pas monter au-dessus de temps, ils peuvent pas faire plus que ça. Et les conditions nous conviennent totalement, donc forcément une fois qu'on se met les deux parties d'accord, on commence à se renseigner un petit peu sur eux, parce que bien évidemment, comme je te disais tout à l'heure, on apprend toujours de ses erreurs. Et voilà, il fallait bien que je me renseigne sur les personnes, qui elles étaient, comment ils avaient les fonds, pourquoi nous, pourquoi pas des autres, tu vois, parce qu'en Espagne, c'est pas les talents qui manquent ces dernières années, on va pas se mentir. Et voilà, et après toute vérification faite et l'entente qui s'est créée entre les deux parties, on en est venu justement au fait de
pourquoi pas tester, vu qu'on avait déjà notre qualification en poche pardon, et que c'était pas des coûts excessivement chers, de tenter un projet sur Londres, qui s'est super mal soldé au final, il faut l'admettre. Et à ma plus grosse surprise, justement, bon ça on en parlera peut-être après, tu vois, mais qui nous conserve après l'event parce qu'ils ont décelé quand même qu'il y avait quelque chose dans l'équipe, malgré cette grossière contre-performance. C'est vrai que, voilà, donc bonne surprise du côté de chez Crazy Crew. Bah, oui, clairement, moi je suis super fier de faire partie de ce collectif-là. Pour ceux qui se demandent un petit peu qui sont Crazy Crew, en fait Crazy Crew c'est un crew de youtubeurs qui font du foot. Ils font des City, des Five, ils traînent avec les joueurs du Real Madrid, dont Sergio Ramos pour leurs vidéos, etc. Tu vois, donc c'est vraiment des gars qui sont assez imposants dans le milieu. Pour peut-être que ça parle encore plus à ceux qui nous regardent, je pourrais potentiellement comparer ça à ce que fait Vinsky. Pour les gens qui connaissent un petit peu la scène footballistique FIFA de YouTube. Donc voilà, c'est des gens qui travaillent dans cet univers-là. Il y a des passionnés de Call of dedans, ils ont envie de se lancer dans le projet. Et voilà, c'est des gens sérieux qui ont vraiment, qui ont vraiment envie de s'investir et qui veulent pas le faire avec n'importe qui. Ils veulent pas non plus regarder que la performance pure et dure. Ils ont envie de voir ce qui se passe un petit peu autour, parce qu'on sait quand même que pour une structure qui cherche tout de même, parce qu'il faut dire qu'une société cherchera toujours à faire un petit peu de profit, qui cherche à faire du profit, ce sera pas forcément dans l'e-sport pur et dur, ce sera plutôt sur ce qu'il y a autour, le merchandising, la communication et tout ce qui va avec. Donc automatiquement, ils ont essayé de cibler aussi des gens qui peuvent potentiellement faire vendre. Je me mets dedans, mais mon équipe est totalement dedans aussi. On a des profils qui peuvent potentiellement faire vendre, donc c'est intéressant vraiment pour les deux parties. Et puis il y a vraiment cette tu ressens un petit peu cette passion footballistique et je l'ai surtout ressenti en fait après le fait qu'il nous ait gardé après Londres, c'est que tu sens vraiment que les gars ils s'arrêtent pas sur un échec, quoi. C'est une relation de confiance et c'est pas une relation business à 100% comme pourrait y avoir chez d'autres structures. Ah, ils veulent vraiment s'investir sur Call of Duty et avec vous, et c'est super en tout cas, c'est Ouais, que du plus en tout cas. Alors, pour le voyage, comment c'est arrivé votre arrivée à Londres? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé sans encombre? L'hôtel, le transport? Est-ce qu'il y a eu des petits soucis? Parce qu'on sait toujours qu'il y a eu des petits soucis. On a pu voir avec des petites photos de Zach ou autres ces petits problèmes, on va dire, dans l'hôtel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah écoute, je vais être totalement transparent avec toi, je sais pas trop de quoi tu parles. Parce que honnêtement, le trajet s'est super bien passé. Il y avait juste une galère pré-event où il m'avait mis sur un Eurostar différent. Mais ça a été vite réglé avec MLG et Spencer, qui est d'ailleurs un super gars. Donc du coup MLG US. Mais non, sinon, écoute, on a pris l'Eurostar, on s'est mangé un petit Burger King en arrivant à Londres, on a pris un Uber pour aller à l'hôtel, et après on est allé chercher nos bracelets comme 99,9% des gens de la LAN, et ça s'est vraiment très bien passé. Il n'y a pas eu trop d'embûches. Après, je sais pas, j'ai pas trop fait, je vais pas te mentir, j'étais pas trop sur Twitter pendant l'événement, donc je sais pas si tu peux m'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé avec Zach, mais personnellement pour moi et visiblement pour l'ensemble de l'équipe, le transport, etc., c'était plutôt tranquille, tu vois. Alors on voit toujours les petites photos de Zach, il a toujours des petits problèmes, des petits boutons, on dirait, qui arrivent sur sa main, il a toujours des petits soucis avec ça. Alors ok, qu'est-ce que c'est? Ok, alors faut savoir que Zach, je sais pas, il doit avoir le sang ou la peau ultra sucrée, je sais pas, hein, je sais pas, mais il attire les insectes, je sais pas pourquoi. Quand on était, je crois que c'était à Las Vegas. Ouais, c'était à Las Vegas. À Las Vegas, il avait chopé une plaque genre rouge énorme sur le bras, je me souviens, ou je sais plus où c'était. Mais pareil, il s'était fait. Et après, on a découvert par quoi il s'était fait piquer. Et c'était genre un truc super rare. Enfin, ça arrivait pas souvent et tout. Enfin bref, c'est tombé sur lui. Et d'ailleurs, on dormait juste à côté, donc ça aurait pu être moi. Et pour le coup, non, je sais pas. Zach, il attire les insectes, hein, c'est un ami de la nature. Je sais pas. Hein. Je sais pas, non mais franchement je sais pas, hein. Zach il attire trop les insectes et visiblement les insectes l'aiment pas trop. Bah, je crois qu'il a la poisse quand il va en événement, à chaque fois il lui arrive des petites anecdotes, ça sympa de le suivre sur les réseaux sociaux quand tu vois ça. Entre ça et ses rêves, il a des choses à raconter, Zach. Zach il nous fait des histoires à chaque compétition. Il finira écrivain à 100%. Alors, comment vous vous sentiez arrivé sur les stations? Donc t'arrives dans l'événement, voilà, tu t'installes pour votre premier match. Comment vous vous sentiez justement? Alors les stations, il y en avait, que je ne dis pas bêtise, il y en avait 14 en tout, ou alors non attends, il y en avait 16 en tout je crois, 14 en bas, ce qui semble vraiment peu comparé au nombre qu'on a l'habitude de voir au MLG, mais qui est pour autant proportionnel au nombre d'équipes qu'il y avait dans l'open bracket. Donc jusque là ça suit son sens, tu vois. Donc 14 stations en bas ou 13 je sais plus, et 3 en haut.
Donc quand je te dis en haut, tu t'imagines un stade de football, tu vois. Mhm. On va dire que le terrain était là où il y avait les 14, ou du moins la moitié d'un terrain était là où il y avait les 14 stations. Un terrain de basket, même pour être plus précis, c'est un Ouais. peu plus petit, ou un terrain de hand. Et quand tu montes dans les gradins, tu as souvent ces petites buvettes, ces petits trucs qui sont un petit peu Ouais. en retrait, tu vois. Et bah à ces endroits-là, il y avait 3 stations, près des stands promotionnels, donc qui étaient Scuf, pour ne citer que. Il y avait Scuf Gaming, il y avait Astro, il y avait voilà, les marques partenaires de l'événement, tu vois. Et il y avait justement 3 stations ici. Donc notre premier match, nous, on l'a joué là-bas. Je m'attendais pas trop à le jouer là-bas puisqu'on avait quand même un assez au seed. Mais au final, c'était plutôt tranquille. Du coup, on était au calme et on a remporté notre match tranquillement dans une bonne atmosphère. Et on a joué D'ailleurs, on a joué un des gars qu'on avait joué à Vegas, mais je crois qu'il était venu avec des amis à lui. On l'avait joué à Vegas. Il jouait chez les Bulldogs. Je sais pas si ça dit quelque chose, une équipe Ouais. anglaise. Et c'est un mec qui s'appelle Dreams. Et on l'a joué du coup au premier tour aussi, mais il était vraiment avec des potes IRL, donc ça n'a pas fait long feu, tu vois. Mais c'était un match sympa et voilà, tout simplement. Mais voilà, sinon les stations, c'était tout ce qu'il y a de plus classique. 14 stations, des séries de 4-5 stations avec une rangée au milieu pour que les spectateurs puissent passer, etc. Mais sinon, vraiment du banal, tu vois. Ce que je peux reprocher par contre, et je tiens à le préciser, et on en retouchera peut-être encore un petit peu après, mais l'organisation était vraiment spéciale. Donc, il faut savoir que dans une LAN MLG, les matchs s'enchaînent. Que tu sois au winner bracket round 1, winner bracket round 2, loser bracket round 1. Généralement, dans 90% des cas, t'attends maximum 2h30, 3h avant ton match. Ce qui est pas énorme. Je te promets, c'est pas énorme. Ouais. Des fois, il y a plus. Et à cet event, en fait, je sais pas pourquoi, je pense que le head admin, donc l'admin principal, a voulu faire gagner du temps, que l'événement se prolonge et que ça aille pas trop vite pour que ça dure justement 2 jours et demi. Quand on compte la grande finale qui est le samedi matin, le dimanche matin, pardon. Et en fait, je sais pas ce qu'il a fait. En gros, pour pouvoir jouer notre Winner Bracket Round 2, on a dû attendre que tous les matchs du Winner Bracket Round 1 soient terminés. Par ça, j'entends que, en gros, une station qui était libre, parce qu'une équipe avait fait 2-0 en 15 minutes, tu vois, était laissée à l'abandon. Et en gros, ils attendaient que tous les matchs du round soient terminés pour relancer des matchs, tout en sachant qu'avec le nombre pour moi d'admins qu'ils avaient et les technologies à la disposition, ils auraient pu faire avancer l'event bien plus vite et ne pas casser le rythme des joueurs, ce qui nous est arrivé puisque on a quand même joué un match à 14h et celui d'après à 21h30, 7h30 c'est quand même beaucoup. Et donc c'est pas, voilà, j'ai pas trop aimé, sachant que je connais les capacités du staff Gfinity, je connais les capacités du staff MLG, avec les mecs qu'il y avait, genre j'ai reconnu les visages. Je sais pas du tout d'où est venu l'ordre de run l'événement de cette façon, mais en tout cas, s'il y a bien une chose que je devrais pointer sur l'événement, c'est que c'est pas à refaire. Cette façon de gérer l'événement, c'est pas du tout à refaire. Donc du coup, dans les conditions de jeu, tu nous dis voilà, la gestion de l'événement n'était peut-être pas optimale, ou elle a voulu faire durer peut-être dans le plus longtemps. On a vu aussi Yuzel aussi avec une veste. Jouer avec une veste. Alors ça, il faisait super froid. Il faisait super froid. Pourquoi? Parce que il y avait 4 ou 5 stations, donc celle sur laquelle on a joué notre deuxième et troisième match, les deux qu'on a perdu d'ailleurs, étaient toutes proches de l'entrée en fait. Et cet été, c'est des portes coulissantes, donc et automatiques. Donc il y a du va-et-vient dans l'event. Tu vois, il y a des mecs de sécurité et tout, mais il y a des gens qui vont fumer, il y a des gens qui font leur vie, il y a des gens qui font plein de trucs. Et automatiquement, il fait super froid. Tu vois, on est quand même dans une on a beau avoir, je vais dire une connerie, on a beau avoir 3000 personnes dans l'event, tu vois. Par rapport à la superficie en mètres carrés et à la hauteur du truc, ça chauffe pas quoi. Ça chauffe pas, tu vois, ça chauffe pas. Sans aide extérieure, ça chauffe pas. Et visiblement, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Donc du coup, non, il faisait froid, mais après, voilà, je veux dire, il y a des events où il fait froid, il y en a eu plein, tu vois. Quand tu vas sur la partie nord des États-Unis, il fait froid aux events aussi, tu vois. Donc en vrai, il n'y a pas d'excuse par rapport à ça, tu vois. On avait les affaires, on avait tous des suites, on avait tous des trucs. Il faisait froid, mais c'était supportable. Enfin, en tout cas, ça justifie pas les défaites, clairement pas, tu vois. Et comment vous avez géré ça? Le froid, mais aussi l'organisation, l'attente de 8 heures justement que tu parlais entre les matchs. Comment vous avez pu gérer ça? Parce qu'on sait que normalement ça s'enchaîne, ça va assez vite, on reste hypé tout le temps. Quand t'as une grande pause, tu te dis ouais, mais on fait quoi? Bah clairement, moi j'ai écouté de la musique pendant 4 heures, je crois. Non, mais tu vois, j'avais réellement l'impression d'être en sortie scolaire, tu vois, genre c'était n'importe quoi, genre. Non mais tu sais le truc où t'attends et tu sais pas pourquoi t'attends, tu vois, parce que je voyais les matchs défiler et tout, je vois Winner Bracket Round 2, en plus comme par hasard on était dans, tu sais, il y a 2 parties, il y a ce qu'on appelle le hit, donc HEAT, tu vois, donc c'est les chapeaux en gros, tu vois, donc t'as chapeau 1, chapeau 2,
Et à chaque fois, on était dans le chapeau qui jouait le plus tard, tu vois. Donc ça veut dire si tu commences Ouais, tard, ça. tu rejoueras encore plus tard après, tu vois. Ça va jamais dans ton sens, évidemment. Donc on a attendu beaucoup de temps et c'est juste que je peux reprocher à l'attente, tu vois. C'est que quand on arrive dans un match où on est à force égale contre des mecs et que les mecs, ils ont attendu 2 heures et que toi, t'as attendu 7 heures pour Mhm. X ou Y raison que je ne connais toujours pas, t'es à froid, tu vois. T'es littéralement à froid, surtout que le nombre de bots qu'on a shooté, ça devait être 50, tu vois. Pour moi, Ah pour être ouais. bien chaud, faut en shooter 100, à peu près, tu vois. Et sans tous les problèmes techniques, il faut savoir aussi que bah voilà, t'as toujours un mec qui fait les vétos, donc le mec qui fait les vétos c'est moi. Avec Zach, on est toujours en paire, tu vois, on se consulte, je le consulte aussi pour savoir s'il a envie de changer quelque chose et tout, parce que j'aime bien savoir son opinion. Et après, il lui transmet dans le micro à l'équipe, mais pareil, ça fait 2 personnes qui s'échauffent pas vraiment pendant ce temps-là non plus, donc voilà, je sais pas. Globalement, je vais pas te mentir, au-delà de la contre-performance, de toutes les LAN type MLG que j'ai fait, malheureusement, hein, tu vois, j'ai pas l'habitude de vraiment cracher sur les events, surtout quand c'est organisé par des gros comme ça, tu vois. Mais j'ai pas été fan. Voilà, on va pas partir dans le trash, tu vois, mais j'ai pas été fan du tout et j'espère juste que ça se reproduira pas. Voilà. Ok, ok. Alors, pour revenir plus en profondeur sur les matchs qui sont passés, tu nous as parlé plus ou moins du premier match où ça s'est très bien passé pour vous, avec une équipe peut-être un peu plus faible, qui jouait un peu en mode chill, voilà, avec les collègues et tout tranquille. C'est ça. Ouais. Sur votre second match, comment ça s'est passé et contre qui vous avez joué surtout? On a joué contre des mecs qu'on joue souvent en online, c'est la team de Toby Clinics, donc il faut savoir que c'est ceux qui ont remporté le qualifier anglais. Mhm. Donc ils ont battu l'équipe de Wiman, ils ont battu tous les plus gros joueurs anglais qui sont pas en CWL pour pouvoir se qualifier. Donc il faut savoir que Toby lui c'est un Danois, donc il habite au Danemark et il a un gros talent, tu vois. Il s'est entouré avec des petits cracks UK que personne connaît. Trodé, les gens le connaissent parce qu'il jouait avec l'UCM avant, mais sinon c'est du Bibi Connor. Enfin c'est des mecs qui ont vraiment pas le profil de top player pour l'instant, malgré qu'ils aient déjà plus de pro points que nous. Mais ils ont pas encore le profil justement de top player. Et on savait que c'était un match où on partait peut-être à 65-35 pour nous, tu vois. Parce on avait peut-être l'avantage psychologique du fait de gagner les scrims en online, mais on savait très bien que c'était des joueurs qui pouvaient carrément répondre présent. Et ça s'est pas joué à grand chose au final, parce qu'on perd l'HP 250-227. À mon sens, on doit le gagner. On a juste fait de la merde. On a fait vraiment de la merde à un moment. On a raté une rota qui était plus ou moins donnée. Et voilà, et la SND on la gagne de manière assez convaincante aussi. Donc globalement, c'est un match qui nous échappe, mais c'était un match gagnable. Et c'est pour ça que justement après, je m'attendais à, je vais y venir après au second match, tu vois. Mais je m'attendais vraiment à remporter le second match d'une main de maître, parce qu'on sortait d'un match qu'on doit gagner. Donc voilà, la déception est très légère, même Mhm. si ça nous embête un petit peu. La déception est plutôt légère quand on sait que des loser bracket run, on en a déjà fait et on peut en refaire. Donc voilà, malheureusement, voilà, ça a eu la tournure que ça a eu, mais voilà. Ouais, ce match, donc vous êtes passé à côté. Là, à ce moment-là, vous êtes re-hypé pour le prochain match ou justement vous vous dites fait chier, voilà, et ça me casse un peu les coronesses. Et du coup, comment qu'on fait? Est-ce qu'on se remet un peu en question? Comment ça se passe à ce moment-là, justement, psychologiquement? Ça se passe pas. Ça se passe pas, on est juste énervé et frustré, tu vois. Alors forcément, on regain, on est des joueurs pros, on sait très bien ce qui nous attend au match d'après. C'est-à-dire un match de loser bracket, donc c'est do or die, comme disaient les Anglais. C'est soit ça passe, soit ça casse, soit tu vis, soit tu meurs. Mais concrètement, tu vois, genre c'est le genre de match qu'on doit gagner, mais les mains dans les poches. Et c'est pas pour manquer de respect à l'adversaire, tu vois. Mhm. On a quand même joué de bons adversaires et ils nous ont battus, donc ils méritent tout mon respect, évidemment. Mais c'est un match qu'on doit plier 2-0. Et quand je dis 2-0, tu vois, on gagne l'HP de 250 à 45. Ouais. Tu vois. C'est pour te dire, c'est même pas ce que je mets en ligue quand on joue en full team. Tu vois. Donc c'est quand même qu'il y a un problème, tu vois. Et après, on tombe sur une équipe qui visiblement avait un style de jeu en SND qu'on a clairement jamais vu avant, que ce soit contre des Européens ou des Américains. J'avais l'impression de jouer une partie de CSGO, tu vois. Genre, c'était les mecs attaquent comme défense, ils sont au fond du spawn et ils attendent que tu fasses un faux pas pour avoir l'avantage numérique et ils te punissent, tu vois. Et il y a littéralement personne qui fait ça en attaque ou comme en défense, tu vois. Les gens prennent un minimum de risques, surtout qu'on en fait pour être dans le détail, on a joué Frequency. Donc généralement, quand tu as envie de breaker ta défense, tu as envie de faire des push, Mm. parce que sinon t'es vite pris à la gorge, tu vois. Et quand tu es en phase d'attaque, tu aimes bien défendre haut pour justement ne pas prendre ces push, tu vois. Ouais. Et en l'occurrence, les mecs ont fait complètement tout l'inverse. Ils ont joué des défenses à tous les rounds, en fait, tu vois. Ils Ah ont oui. joué vraiment super reculés, des lignes fixes. Il y a personne qui s'est fait rusher, je crois quasiment. On s'est fait peut-être attaquer une fois à gauche, côté B avec Abusa, et on s'y attendait pas. Mais le reste du temps, en fait, on a juste pas eu la lucidité, je pense, du fait de l'énervement, de se dire
ces mecs-là nous foutent dans un piège monumental. Et on n'a pas eu la lucidité. Donc on perd la SND 6-4 ou 6-3, je sais plus exactement. Bref, ils ont mérité leur victoire. Leur style de jeu nous a complètement counter. Jusque-là, ok, tu vois. Et le contrôle qui est un mode à réapparition, quand tu as gagné un HP, alors je sais que les deux modes de jeu n'ont rien à voir, tu vois. Mais quand tu gagnes ton HP 250-45, quand tu passes en contrôle, tu te dis les mecs, ils vont pas nous prendre plus de 10-15 vies par manche, tu vois. Clairement, tu vois. Bah oui. Parce que niveau gun skill, ça passait pas sur l'HP avec la fluidité d'un mode à spawn. Je vois pas pourquoi ça passerait sur le contrôle. Et c'est passé parce que le contrôle, en fait, ils ont réussi à gagner la première manche extrêmement serrée. La deuxième manche l'a été aussi, et c'est là qu'ont été nos erreurs. Le mec, donc il reste 4 vies à 4 vies, tu vois, donc sur une phase de défense sur contrôle Arsenal. Donc ils avaient gagné leur manche d'attaque, donc on se devait de gagner notre manche de défense. Et il y avait un mec qui était en train de faire une grosse game en face, et on l'avait pas vu sur le tableau des scores, et c'était le joueur qui avait batterie. Donc forcément la machine de guerre, tu vois, et on sort pas le gilet par balle, on sort pas à ce moment-là, je sais pas pourquoi on n'avait pas de trophy non plus. Et le mec nous met, je crois, une -2, une -3 à la machine de guerre. On a un joueur qui se retrouve en 1v4. Forcément, c'est pas faisable. Il perd, on est à 2-0. Et sauf qu'entre temps, on n'avait pas vu non plus, on n'avait pas nos spé. Enfin, on avait quasiment pas nos spé. Pas tous nos spé en tout cas. Et les mecs d'en face nous snowball en fait, effet boule de neige. Ils nous mettent tous les spé sur la tronche, tu vois. Ils nous combinent un Vision Pulse avec une Tempeste. Par-dessus, donc du coup, ils nous mettent au spawn. Quand on arrive pour relancer une phase d'attaque, ils nous mettent une. Qu'on appelle ça une ruine, une pointe de choc. Donc pareil, ils nous tiennent par rapport à ça. Et après, ils se mettent un crash, tu vois, par-dessus, qui leur met 200 HP. Et on est toujours en phase où on se fait spawn kill. Les mecs ont juste parfaitement snowball la game et on s'est fait avoir comme des débutants, hein, clairement. Je vais pas déroger au truc, tu vois. On s'est fait avoir comme des gros débutants. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et surtout sur Arsenal. Arsenal, c'est très compliqué. Surtout quand on est en phase, l'équipe qui est en phase de défense, quand elle agresse pour aller chercher le spawn kill, c'est très dur de s'en sortir. Et il faut clairement des gros push. Même si en gun skill, vous étiez meilleur, on va dire. Mais au final, c'est toujours très compliqué quand les mecs, ils ont déjà leur ligne. Comme tu disais, en SND, ils ont utilisé la ligne. Et ben, c'est toujours très compliqué d'aller chercher, quoi. Ouais, c'est ça. On s'est fait. En termes de macro, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu, on s'est fait outplay. En termes de macro, on s'est fait outplay. En termes de suivi des spécialistes, on s'est fait outplay parce qu'on aurait pu shutdown des gars qu'on n'a pas shutdown, tu vois, pour pas qu'ils aient leur spé et tout. On n'a pas eu le suivi, on n'a pas eu un bon suivi de partie, tu vois, clairement. Et je pense que d'être au bord de l'élimination nous a pas aidé non plus là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on aurait dû savoir faire et qu'on n'a pas réussi à faire. Pareil, on a manqué de sang-froid. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dos au mur, tu vois. On l'a été à Dallas. On l'a été dans pas mal de scénarios tout au courant de la saison, tu vois. Et généralement, justement, c'est dans ce genre de scénario qu'on arrivait à faire de bonnes choses. Malheureusement pour nous, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Voilà. Après, je pense que je vais pas forcément m'épiloguer là-dessus parce que voilà, je pense que les raisons de la défaite, on les connaît. Justement, j'en viens d'en témoigner à l'instant, tu vois. Je pense que c'est une page qu'il faut communiquer, mais qu'il faut surtout oublier, pas totalement. Il faut la garder dans le coin de la tête pour s'en servir de motivation. Mais voilà, c'est jamais trop bon non plus de ressasser ces échecs, tu vois. Donc je pense que objectivement, voilà, on a vraiment eu un day off, tu vois, genre une journée où c'était pas pour nous et c'est pas passé. Et on peut essayer de mettre les points sur des détails, sur des trucs, mais quand tu joues moins de 9 cartes dans une LAN, c'est difficile de mettre le doigt sur quelque chose. On n'a pas assez de... Tu vois, généralement, tu gères sur la quantité, tu vois. Tu gères sur la quantité, il y a ça qui ressort. Voilà, dans la macro, on a été mauvais, ça ressort sur 5-6 cartes. Dans le suivi des spécialistes, on a été mauvais, ça ressort sur 3-4 cartes. Mais là, si tu veux, j'ai pas matière à débattre. Tu vois, j'aimerais bien, mais j'ai pas matière. Si on était allé jusqu'au top 12 et qu'on faisait un choke au top 12, je t'aurais dit, ok, on peut blablater, tu vois. Mais là, en l'occurrence, mis à part ce que je viens de te dire, en vrai, par rapport à la contre-perf en elle-même, j'ai pas plus d'éléments. Ça restera un point d'interrogation. Et c'est un point d'interrogation que je me permets de mettre à la poubelle, tu vois. Et quand vous stoppez la game, donc du coup vous êtes éliminé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une personne, toi par exemple, qui a un peu plus d'expérience, est-ce que tu vas voir justement des jeunes joueurs qui viennent de débarquer un peu sur la scène professionnelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des mots pour dire aux autres, oh les gars, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, on a eu un DF. Qu'est-ce qui s'est passé exactement après justement avoir posé les manettes? Non, moi je pense que ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Je pense que à chaud, émotionnellement parlant, et je parle dans l'e-sport comme dans plein d'autres domaines, tu vois. Quand t'es à chaud, t'es pas objectif. Quand t'es à chaud, t'es pas du tout objectif sur ta performance. Tu peux être frustré, tu peux être émotionnellement touché, tu peux être plein de choses, mais tu peux être tout sauf lucide, en fait, tu vois.
Donc quelqu'un qui va essayer de mettre des mots là-dessus, c'est quelqu'un pour moi qui va essayer de blablater pour réconforter des cœurs, entre guillemets, tu vois, et qui va se dire les mecs, c'est pas grave. Quand tu sors top 64 à un événement où tu es censé faire top 8, il n'y a aucun mot qui peut réconforter ça. Tu vois. Alors après, c'est sûr que un jour après, c'est pas le même discours. Un jour après, avec du repos, avec une nuit de sommeil, avec voilà, le focus recentré sur la suite et seulement la suite, et sans ressasser justement les erreurs comme je te disais juste avant, là tu peux te permettre de mettre des mots. Tu peux dire les gars, heureusement que ça s'est passé à Londres, heureusement que ça s'est pas passé à Miami, où on se qualifie potentiellement au catch-champ, tu vois. Même si on est plus ou moins inconsolable pendant toute la durée du reste de l'événement, objectivement, je pense pas qu'on puisse mettre des mots. Le mec qui va mettre des mots là-dessus, pour moi, c'est un blablateur. Je vais être totalement objectif avec toi. C'est un blablateur de A à Z. Je suis pas cette personne-là, tu vois. Je connais mieux que personne la sensation de victoire comme de défaite, tu vois. Et je sais très bien ce que ça fait. On a des caractères dans l'équipe. Moi, j'intériorise beaucoup quand je perds, tu vois. Je vais pas parler, je vais être très frustré. Je vais être très frustré dans mon coin. Enzo, je m'attendais à ce qu'il explose. Bah, et au final, pareil, il a intériorisé à mort. Il était archi dégoûté. Abusa a plus extériorisé, tu vois. Il était au bout de sa vie, et ce qui est normal, tu vois. En fait, on était vraiment tous au bout de notre vie, mais il y a juste des façons de l'extérioriser, et je peux pas me permettre de faire un discours global tout en sachant que je dois prendre l'émotion de chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est aussi ça, être un peu capitaine, tu vois. C'est pouvoir composer avec la personnalité de tes joueurs, composer aussi avec les humeurs, composer avec plein de choses. Et quand tu perds, tu peux pas parler. C'est difficile de parler à quelqu'un qui a perdu. Le seul réconfort qui peut venir, et encore, tu vois, ça dépend des gens, c'est celui des proches qui te dira tu feras mieux la prochaine fois. Et encore, je vais pas te mentir, quand tu es un vrai compétiteur, ça te rentre ici, ça ressort là, tu vois. Parce que tu es clairement focus sur ce que tu as fait de mal, tu vois. Et tu as une certaine zone, voilà, ça peut être de l'émotion, ça peut être de l'émotion, ça peut être plein de choses, mais au moment où tu as perdu, c'est difficile d'extérioriser, quoi qu'il arrive. Tu t'intériorises un petit peu et tu te dis, bah, en fait, c'est la phrase qui est ressortie de toutes les bouches. Qu'est-ce qu'on a foutu, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible qu'on perde contre ces mecs-là? Parce que je rappelle quand même qu'on perd contre une équipe sud-africaine, qui est limite une wild card pour ceux qui connaissent un petit peu. Genre, limite, c'est une invitation qu'ils ont, tu vois. C'est une wild card. Les mecs, ils doivent être, c'est pas pour dire ou quoi, mais ils doivent être une centaine de joueurs compétitifs. C'est-à-dire que leur qualité d'entraînement, elle est médiocre, tu vois. Et on perd quand même. Et donc c'est encore plus dur à encaisser, tu vois. Je préfère limite, quitte à choisir, je préfère me faire sortir par une équipe qui a pris un upset comme nous dans le winner bracket, tu vois, qui se retrouve ici mais qui sait pas ce qu'a fait là. Et on perd parce que voilà, t'as deux équipes qui sont complètement paumées. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, tu vois. On perd contre des gens qui sont, et je le proclamerai autant de temps que je peux, on a perdu contre des joueurs qui étaient moins forts que nous, mais on a perdu quand même, tu vois. Ça n'enlève rien à la défaite, tu vois. Ça n'enlève rien à l'issue du match, mais pour moi, on perd contre plus faible que nous, tu vois. Et ça, c'est dommageable, c'est regrettable, mais voilà, c'est comme ça. Et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se tourner vers de nouveaux objectifs. Bilan donc du coup de l'événement final, on va dire votre bilan personnel en équipe, en tout cas il est pas bon. Il est mauvais, ouais, très mauvais. Donc après sur ça il faut rebondir, hein. Voilà, c'est ce que tu disais, ce que tu as mis sur Twitter aussi. Donc il faut toujours rebondir. C'est dans la défaite qu'on voit, on va dire, les plus belles réussites par l'avenir. Donc que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas été? Vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu assez de cartes, il n'y a pas eu assez de matière, on va dire, à débattre là-dessus. C'est ça. Votre avenir, donc du coup, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à la suite de cet événement Londres? Donc mauvaise performance, votre avenir, alors en T5 et avec l'organisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bah alors déjà ouais, on va carrément zapper un sujet sur les deux. Donc avec l'organisation, ça se passe super bien. Ils nous gardent, comme j'ai pu le dire plus ou moins tout au long de l'interview, ils nous gardent. Ils ont envie de construire quelque chose avec nous, donc c'est une très bonne chose pour nous. Je pense que ça peut être une très bonne chose pour eux aussi, objectivement. Donc voilà, donc pour l'instant on en est là en termes de structure. Et pour ce qui est de la line-up, c'est plus compliqué parce qu'Abusa a des examens. Donc Abusa, c'est le seul des 5 joueurs qui est encore en études. Et il a des examens justement au mois de juin, notamment pendant la semaine de l'événement, donc celle du 15-16. Donc malheureusement, Abusa pourra pas faire le qualifier avec nous. Abusa pourra pas non plus faire Anaheim avec nous. Donc il va passer en 6ème joueur. Donc pour l'instant, tu vois, jusqu'à nouvel ordre entre guillemets. Et notre analyste pardon, qui est Atlas, va prendre sa place au sein de l'effectif pour le qualifier ainsi que pour l'événement. Donc voilà, on va devoir retravailler 2-3 trucs autour de ça. D'ailleurs, on commence l'entraînement dans pas longtemps.
Et voilà, mais globalement, voilà un peu comment ça va se passer. C'est un peu court, tu vois, mais ça résume bien, tu vois. Avec Crazy Crow, ça se passe bien. Abu, pour le coup, voilà, il a totalement raison de privilégier ses études. Je tiens à souligner quand même qu'il a demandé un report d'examen pour début septembre, chose qu'on peut théoriquement faire pour le bac en France. Lui, il n'a pas pu le faire en Belgique. Donc voilà, on a tenté tout ce qu'on a pu, mais malheureusement, c'est pas possible. Et donc, ben, on doit quand même aller de l'avant et participer à ce qualifier et participer à cet événement, tout simplement. Donc c'est bien Anaheim, hein, si je dis pas de bêtises. Anaheim. C'est Anaheim, ouais. Ouais. Anaheim, juste à côté de Los Angeles. Donc voilà, on vous suivra bien sûr au mois de juin, mi-juin donc pour cet événement. Est-ce que vous avez prévu de changer quelque chose pour la préparation NIM? Bah, avec l'intégration d'Atlas, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment tout ce qui est Chal SND, j'en parle un peu plus tôt, mais et la rigueur d'escrime aussi. Atlas, c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les joueurs, enfin, à ma connaissance, qui parle quand même pas mal avec les joueurs étrangers, qui a une bonne réputation, donc pareil, je pense il aura à cœur d'arranger des trucs pour nous, et puis d'un côté purement gaming, il peut nous apporter autre chose. Ça a été notre analyste, c'est pour une très bonne raison, c'est il connaît bien le jeu, il comprend bien la théorie, il connaît très bien la théorie même. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. Et donc du coup, je pense que même si on perdra des automatismes, parce qu'Abusa reste un joueur qui avait énormément d'automatismes dans le collectif, et aussi une très forte individualité, avec Atlas, on peut très bien avoir un collectif qui prend le dessus. Et voilà, des joueurs qu'on n'est pas habitués à faire moins de kills feront peut-être moins de kills, mais l'équipe gagnera peut-être avec une plus grosse marge, tu vois. C'est bête à dire, mais ça reste un jeu d'équipe. Et au final, pour moi, JB, donc Jean-Baptiste Atlas, est une bonne recrue. Donc retour de Atlas avec toi, si je dis pas de bêtises, t'as déjà Avec travaillé moi, avec lui sur War 2. Ouais, justement, c'est pour ça que j'arrive à parler un peu de lui, c'est qu'on a bossé un petit peu ensemble et ça s'était bien passé dans l'ensemble, même si on n'a pas forcément eu les résultats escomptés. Dans l'approche du jeu, dans l'approche théorique aussi, c'était pour moi, à mon sens, la bonne marche à suivre. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal et je suis très confiant. JB, c'est quelqu'un qui a toujours toute ma confiance. Alors, on va parler aussi un peu des performances, on va dire, de l'ambiance, on va dire, qui s'est passée à Londres. Comment tu as ressenti cette ambiance en général du public ou autrement sur l'événement comparé aux États-Unis? Allez, on va faire un petit comparatif EU parce qu'on a qu'une compétition. Ah, mais tu veux que je te dise honnêtement, pour moi, j'en ai pas trop parlé sur les réseaux, mais les Américains s'étonneront toujours qu'on a une plus grosse ambiance chez nous en Europe que chez eux, mais on a quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est le football en fait. Et pour moi, tout part du football. Le football, c'est le sport qui donne le plus de ferveur. On dira ce qu'on veut, hein. On peut me parler de NBA, je suis un grand fan d'NBA aussi. Je regarde la NFL, je regarde la NHL, je regarde énormément de sports, je regarde le tennis. Ah, on a un petit on a eu un petit bug. Ouais. On a eu un petit bug. T'étais en train de faire un épilogue sur tous les sports et en fait t'as coupé. J'ai coupé? Ouais, c'est bon, c'est reparti. Okay. Non, j'étais en train de dire justement que je regardais beaucoup de sport et on a la ferveur du football justement, notamment en Angleterre, qui est un grand pays de football. Le football, ça forme les enfants à devenir supporters, ça forme les adolescents à devenir supporters, à chanter, à profiter d'un match, même des adultes. Voilà, ça se transmet de génération en génération. Dans les COP, je pense que tu as déjà été, toi je sais que tu es breton, tu vois, en Bretagne vous avez de super clubs de foot, je suppose que tu as déjà assisté à de super ambiances, tu vois. Donc je pense que c'est globalement ce qu'on aura toujours en Europe et ce que les Américains ont pas, c'est que c'est des gens dans la vie de tous les jours qui se lâchent sans doute plus que nous. Mais c'est des gens quand ils sont à des événements publics qui se lâchent moins que nous. Donc notamment dans les événements sportifs, tu vois. Et je trouve que justement quand on est à un match de football, ça crie dans tous les sens, il y a des atmosphères incroyables. Quand tu vas à un match de NBA, il y a aussi des ambiances, tu vois. Quand tu vas à un match de NFL, il y a aussi des ambiances. Mais on est plus voilà dans la ferveur d'une masse. Plutôt que voilà dans des crews de supporters qui vont vraiment faire des chants qui leur tiennent à cœur, des choses qui atteignent les joueurs personnellement dans le positif, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on a vu au final, puisque Tomé a réussi à chauffer la foule s'est chauffée elle-même. Ils ont même, pour te dire, supporté des joueurs américains alors qu'on est quand même sur sol européen. Pour Optic, ça me paraît logique, pour Clayster un peu moins. Ils ont été ultra supporters et tout. Donc non, l'ambiance était magique, mais c'était une ambiance de stade de foot. Je le dis, je le répète, le truc qu'on a en plus d'eux, c'est le football, tout simplement. Et non pas le soccer comme ils l'appellent là-bas justement, le football. T'as regardé Tottenham hier soir, je crois. J'ai regardé Tottenham hier soir, c'est pour ça que le discours était aussi inspiré, t'auras remarqué. Ah, ça m'étonne même pas. On va revenir aussi sur la performance d'un des joueurs français qu'on parle pas forcément plus que ça. On n'entend pas forcément trop parler. Et c'est Stan,
qui a fait une énorme performance française, on va dire, l'une des meilleures performances françaises sur sol anglais. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur Stan, qui était PU de base de sa line-up, Ouais, et qui se retrouve là-bas? Ouais, Stan, faut savoir qu'il est parti faire ses études au Canada pour poursuivre son cursus et que du coup il s'est dit pourquoi pas en profiter pour justement essayer de m'intégrer un petit peu à la scène nord-américaine, etc. Chose qu'il a parfaitement réussi. Notamment le fait d'être le 6e joueur d'Enial, le sub lui a mis un petit boost de réputation qui lui a accordé la confiance de certains joueurs top amateurs. Mais c'est pas tout, il y a aussi la performance qu'il a fait à Las Vegas avec Trainard, donc un top 33, il était aux portes du PLQ, faut le rappeler quand même, donc du tournoi qui donnait accès à la Pro League. Il s'est fait littéralement éliminer aux portes, donc franchement ça a dû aussi jouer en sa faveur. Et puis aussi tout simplement il a réussi à prouver le joueur qu'il était en train de devenir, c'est-à-dire un très bon joueur quand il est arrivé sur le sol américain. Il a réussi à se faire des connaissances et pas des moindres. Je vous parle notamment de Mochila, de gars comme Stamino, enfin comme il y a plein de joueurs qu'il a côtoyés de près ou de loin, même Parasite, le joueur que tout le monde connaît. Donc il a réussi à faire des money tens comme on dit, donc c'est un peu des waggers en mode respawn, tu vois. Il a réussi à faire plein de choses et il a mérité sa place, tout simplement. Il a mérité sa place. Il avait une très bonne équipe, d'ailleurs qu'on a sorti à Dallas pour le top 16. Et il avait une équipe, voilà, il partait en pick-up là en Europe. Il a dit écoutez, moi je serai à l'event, s'il y a une team qui a besoin d'un pick-up, je peux jouer, machin, etc. Donc il est tombé sur le crew d'Apox, qui est un très bon joueur top amateur, et qui lui ont justement proposé de faire le tournoi avec eux. Et ça s'est super bien passé pour lui. Il est tombé sur un mec, donc Apox, qui savait super bien leading game, d'autres joueurs qui étaient assez solides dans la partie. Stan a apporté son petit grain de sel aussi, et la recette a fait que ça a très bien pris. Et pour une équipe pick-up, ils ont fait vraiment une performance saluable. Chapeau bas vraiment, parce que c'était pas évident. Stan qui arrive, il connaît les joueurs, mais il a aucune alchimie. Quand je dis zéro, c'est zéro. Aucune alchimie avec les joueurs en question. Donc ça s'est fait vraiment au forceps, hein, ça s'est fait au fur et à mesure de l'événement. Donc non, très 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 grosse performance, il faut le saluer parce que Stan, voilà, c'est un joueur qui a vraiment commencé tout en bas, littéralement, et qui est en train progressivement de monter les échelons. Ça m'étonnerait pas de le voir dans un top squad européen d'ici une année ou deux, voire même peut-être moins. Et voilà, donc voilà, Stan c'est clairement un joueur qui a su mettre à profit les atouts qu'il avait, c'est-à-dire pouvoir évoluer sur la scène américaine, apprendre la philosophie de jeu, apprendre la mentalité, apporter aussi ce que lui pouvait ramener d'Europe, tu vois, et visiblement pour lui, pour l'instant, ça se passe super bien, et je lui souhaite que ça continue. Donc ouais, grosse performance de la part de Stan, qui a réussi à allier, on va dire, NA et EU. Donc ça c'est très très rare, parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui arrivent à le faire encore. La liaison entre les deux, c'est assez compliqué. Il faut parler anglais déjà. C'est déjà la première problématique, tu vois. Il faut parler anglais. Il y a peu de gens qui parlent, je vais pas dire qu'ils sont bilingues, mais qui ont un anglais fluent et qui peuvent se permettre de jouer avec des anglais sur la scène française. Il y a vraiment très peu de joueurs. Il y a Zik, j'en faisais partie parce que je pense pas reteamer un joueur avec des joueurs d'une autre nationalité. Mais il y a vraiment très très peu de personnes qui ont ce qu'il faut pour l'instant pour pouvoir jouer à l'aise. Je dis pas jouer parce que Call of Duty ça parle à tout le monde, tu vois, on parle tous la même langue au final. Mais pour pouvoir vraiment se donner des indications précises dans un timing précis, faut que les mots sortent. Et pour que les mots sortent dans le bon timing, sans panique, sans bégayer, il faut un minimum d'anglais, voilà, tout simplement. Et Stan là. Donc, ouais, voilà. il y en a très très peu, hein. Je pense il y a Swerzo aussi qui en Swerzo a. aussi, ouais. Il y a Whalers, ouais, il y en a très très peu, hein. On peut les compter quasiment sur les doigts de deux mains. Alors, est-ce que tu as... Ah, carrément. Bah, je pense, ouais. Non, mais je suis super sérieux, sur les doigts d'une main, ouais, clairement. Est-ce que tu as d'autres petites choses à rajouter là-dessus, sur ce petit débriefing, on va dire? Bah écoute, non, globalement, je pense que franchement, j'ai donné pas mal d'insight et de ce que je pensais globalement. C'est vrai que ces derniers temps, et je m'en excuse d'ailleurs aux gens qui me suivent habituellement, je m'exprime peu sur les réseaux. Je fais peu de live, je m'exprime peu parce que je suis vraiment focalisé. Je pense que c'est ma dernière saison, donc voilà, au moins vous le savez maintenant. Donc j'ai vraiment envie de mener mon projet à bien jusqu'à la fin. Je me focalise entièrement là-dessus. Ça prend la majeure partie de mon temps. Et après voilà, si vous avez envie de nous suivre, etc., il y aura toujours les streams de Usual Cobra. Ils sont fidèles au poste, vous inquiétez pas. Moi malheureusement c'est vrai que ma communication laisse un peu à désirer depuis quelques temps, mais c'est parce que j'ai des objectifs précis. Vous me reverrez forcément sans doute avec plus d'explications comme toutes celles que je viens de donner plus tard, l'année prochaine, dans 2 ans. J'aurai toujours un œil sur code quoi qu'il arrive, avec une expertise particulière, et ça me ferait plaisir justement de le partager avec d'autres gens. Et du coup, alors, tu nous disais que ce sera peut-être ta dernière saison. J'en suis même convaincu. Alors on se parle. Ouais. Et l'après Maxi.
L'après a déjà commencé en fait, tu vois. L'après a déjà commencé. Je travaille à la télévision de temps à autre pour ceux qui le savent, sur des émissions qui ont la plupart du temps un rapport avec Call of Duty. Je compte aussi envoyer mon CV quand il y aura le système de franchise. Je pense que j'ai pas mal à apporter dans une franchise. Je connais le milieu, parfaitement le milieu. Pour le coup, pour avoir vécu Call of Duty, que ce soit e-sportivement ou même l'avant, tu vois, j'étais là même avant l'e-sport. Donc vraiment, je pense connaître la scène sur le bout des doigts, sans me jeter trop de fleurs non plus. Mais je pense connaître la scène et je pense pouvoir apporter des choses à une franchise. Donc pourquoi pas bosser dans une franchise l'année prochaine. Après, je pense que j'ai aussi d'autres qualités à faire valoir. J'ai plein de projets en tête. J'aimerais bien faire de la radio. Je veux continuer à faire de la télé. J'ai vraiment plein d'idées en tête. Je suis un mec aussi qui adore tout ce qui est bourse, trading, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à explorer dans ma vie et j'ai tout le reste de ma vie pour le faire. Donc c'est génial. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je regretterai jamais les expériences que j'ai connues sur Call of Duty. Et ça m'a tellement apporté dans ma vie que voilà, c'est du pur bonheur et ça reste à l'heure actuelle du pur bonheur. Ah, en tout cas, que du positif. C'est du positif. À part la performance, que du positif. Oui, voilà. Mais on en tire quand même du positif, c'est que Voilà. généralement les gens font pas deux fois les mêmes erreurs, tu vois, donc c'est très rare. Donc du moins les gens que je côtoie, même dans mon équipe et tout, j'ai pas l'impression que ce soit des gens qui fassent plusieurs fois les mêmes erreurs. Et je pense pas en faire partie non plus. Donc automatiquement, je pense que ça devrait que bien se passer à partir de maintenant. Ah, de toute façon, on te souhaite que du plus, que de bonnes choses pour l'avenir. Des grosses performances françaises parce que voilà, on est un peu cocorico, on va pas se le mentir. Hein. C'est bien, il faut, non, mais il faut, c'est important, c'est important. On attend des grosses performances de votre part à Naïm dans un mois. Et puis que des bonnes choses pour toi personnellement dans l'avenir, que ce soit à la télé ou même trader. Hein. On enverra petit costard cravate. Ouais, écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ce sera un plaisir. Après, ouais, c'est compliqué comme métier, mais déjà trader amateur, ça m'irait très bien, tu vois. Donc du coup, merci à toi Maxi. Et puis bonne soirée, bon entraînement et puis à la prochaine. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là. Gros bisous à tous les gens qui te regardent, tous les gens qui te suivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ozari. Voilà. Allez, merci en tout cas Max. Salut.